Evening News. Depuis un certain temps, la ville de Fana se trouve confrontée à des assassinats mystérieux, une situation de plus en plus inquiétante au sujet de laquelle une analyse vous sera proposée dans ce journal, vous verrez. Suite à l'accident survenu ce mardi 3 août sur la route de Ségou, notre rédaction est allée recueillir l'avis des citoyens sur le drame en question. À l'international, les forces spéciales de la Russie et de l'Ouzbékistan ont participé à des exercices conjoints en Ouzbékistan. Les deux pays craignent une éventuelle aggravation de la situation sécuritaire en Afghanistan, d'après le ministère russe de la Défense. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal Joliba Evening News. En mission dans notre pays, l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme de l'ONU, Alioune Tine, a été reçu en audience hier à la primature par le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. Les deux personnalités ont discuté du plan d'action du gouvernement PAG. Plus de détails avec Moussa Tembini. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Shogel Kokala Maïga, a reçu ce mardi 4 août 2021 l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali. M. Aloutine, le chef de l'administration, a informé son hôte de l'adoption par le Conseil national de transition CNT du plan d'action du gouvernement qui se décline en 4 axes, à savoir le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. M. Maïga a également annoncé la tenue des assises nationales de la refondation. M. Tine s'est dit impressionné par la tenue prochaine de ces assises qui permettront de prendre la plupart des dysfonctionnements que connaissent nos démocraties. Il y a pour l'expert indépendant une très forte entente de la mise en œuvre de ces assises. Suite à l'accident survenu ce 3 août sur la route de Ségou, notre rédaction est allée recueillir l'avis de certains de nos concitoyens sur le drame en question. Ils se sont prononcés au micro de Oumo Makalou et de Adaman Sanogo. Suivons. Après le tragique accident survenu mardi, les citoyens réagissent et expriment leur indignation. Selon eux, ces accidents sont dus à l'inattention des autorités face à la mauvaise conduite des usagers sur la route. C'est devenu une coutume de voir des accidents sur cette route. Donc, on doit chercher à comprendre qu'est-ce qui provoque ces accidents et pourquoi toujours cette route. Bon, il faut vraiment refaire tous les systèmes. Parce que je connais des gens même qui passent leur permis sans même passer par l'ONT. C'est pas normal. Ils s'assoient à la maison et puis on leur donne le permis à la maison. Est-ce que c'est normal? Il faut vraiment revoir tous les systèmes, quoi. Suleiman Aïdara, un interlocuteur, dénonce que les chauffeurs conduisent dans une situation d'ivresse, ce qui provoque de tels chocs. Si la route est mauvaise, ils disent de réparer les goudrons. Si on répare les goudrons, les usagers ne conduisent pas doucement. Il y a des gens prudents et imprudents dans la ville. Les chauffeurs prennent des accidents. Les autorités doivent tenir compte de tout cela pour éviter les accidents. À retenir que cet accident n'est pas une première. Ainsi, un bon suivi technique des véhicules doit être élaboré et surtout veiller au bon entretien des routes car la vie humaine est sacrée. Dans notre édition spéciale, toujours sur cet accident mortel du 3 août dernier sur la route de Ségou, les circonstances du drame ont été évoquées par nos invités. Ils ont aussi dénoncé les excès de vitesse et la corruption qui gangrènent le transport au Mali. Aruna Saliakone revient sur le débat. La route de Ségou a encore endeuillé le Mali. Au moins 40 morts, annonce un communiqué du gouvernement. Grâce aux enquêtes préliminaires, les circonstances de l'accident sont connues. Effectivement, nous avons appris qu'un premier car a pu éviter le camion du tonne. C'est le second car qui est Air Nyono qui est venu et vraiment percuter le camion. Le car a quitté Nyono pour Bamako via Ségou. On parle de pneus d'un véhicule, celui du camion 10 tonnes qui a éclaté. On parle de défaillance technique. Bon, on parle aussi d'excès de vitesse. Les intervenants dénoncent la conduite dangereuse des chauffeurs de la compagnie. Les statistiques sur leurs différents cas d'accident sont accablantes. Moi, je ne suis pas contre Air Nyono, honnêtement. Mais vous savez,
tous les passagers qui quittent Bamako, Ségou, Nyono, dans ces 2 derniers temps, les gens pointent un doigt accusateur sur Air Nyono. Pas parce que ce pas des cars qui sont climatisés, non. C'est parce que c'est des chauffeurs qui roulent à tombeau ouvert. On ne peut pas dire que Air Nyono a bonne presse, d'autant plus qu'en 15 ans d'activité interurbaine, c'est quand même une dizaine d'accidents chaque année. Okay. Et c'est quand même une cinquantaine, voire une centaine de victimes, morts et blessés confondus. Donc si on fait les statistiques aujourd'hui, on sera à 1 millier de victimes. La corruption institutionnalisée lors des visites techniques des véhicules et le laxisme des autorités sont aussi pointés du doigt dans la récurrence des accidents de circulation au Mali. Au niveau surtout de la visite technique, parce que vous savez souvent quand ces engins passent devant ceux qui sont chargés de la visite technique, certains soudoient certains agents et on laisse les véhicules passer. Parce qu'on a parlé de pneus. Vous prenez la plupart des véhicules qui se trouvent au Mali, 80% de ces véhicules utilisent des casse-pneus. Aujourd'hui, il est temps que l'État ouvre les yeux. Il est temps aujourd'hui que l'État soit regardant au niveau de ces compagnies-là. Demander à ces compagnies de respecter les réglementations en la matière. Quand vous quittez Bamako pour aller à Ségou, si un car vous dépasse, toi qui es dans ton véhicule, tu as même peur des passagers de ce car-là. Parce que vous allez voir que le car est en train de tanguer. À cause de cette circonstance douloureuse, l'État a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce jeudi. En début de journal, nous vous parlions de Fana et des assassinats qui s'y produisent. 10, c'est le nombre de meurtres non élucidés survenus dans cette ville située à 120 km de Bamako dans la région de Koulikoro. Ces assassinats ont en commun un procédé unique, la décapitation, mais aussi ils provoquent une incompréhension accablante car à ce jour, aucune lumière n'a été faite sur ces crimes, une situation qui crée le désarroi. Suivons l'analyse d'Abdoulaye Koniba Konaté sur le sujet avec un commentaire Aminata Chektal. Terrorisme, occultisme, crime rituel ou banditisme, les interrogations persistent et jusque-là, pas de réponse concrète pour éclairer la lanterne sur les décapitations qui s'amplifient dans la ville de Fana. C'est la 10e victime, un jeune homme de 19 ans qui vient accroître la liste des décapités en l'espace de 3 ans. Si les victimes ont en commun une manière unique de mourir, avec la tête et les membres coupés, le sang prélevé, il est difficile de faire le lien entre les personnalités des disparus. On y dénombre 2 femmes dont une ménagère, un gardien d'antenne téléphonique, 2 malades mentaux, une fillette de 2 ans, une enfant albinos de 5 ans, Ramata Diarra, un ancien militaire Bakary Sangaré et la plus récente est un jeune commerçant de 19 ans du nom de Agibou Bagayoko. Tous décapités dans la nuit, à des heures tardives. En effet, cette tragédie a commencé en 2018 avec la découverte des corps d'une malade mentale et de sa fille de 2 ans, avec leur tête écimée, les membres coupés et le corps vidé de sang. Puis les habitants de la ville de Fana ont vu la prolifération des meurtres avec le même mode d'opération en découvrant le cas de la fillette albinos Ramata Diarra. D'aucuns avaient pensé aux hommes politiques car à la veille d'élections, ceux-ci sont soupçonnés par la population de sacrifier les albinos en vue d'atteindre le pouvoir. Aujourd'hui, cette hypothèse reste incertaine car aucune preuve n'a été démontrée pour élucider la thèse et d'autres cibles non albinos ont été atteintes ces 2 dernières années. Pour voir plus clair dans cette affaire et arrêter les coupables, un premier commissariat de police a été inauguré à Fana en 2019 par les autorités. Malgré l'effort des forces de l'ordre avec plus d'une dizaine d'arrestations, aucune réponse concrète n'a été donnée quant à la motivation ou aux acteurs de ces sacrilèges et le nombre de supplices n'arrête pas de grimper. L'information dans ce journal, c'est aussi les questions de migration. Ce phénomène est aujourd'hui une question politique au niveau le plus important dans le monde, inhérente aux droits de l'homme, au développement socio-économique et culturel. Elle enregistre de jour en jour d'importants chiffres en dépit des efforts consentis par les grandes puissances internationales. Plus de détails avec Abdoulaye Koniba Konaté. La recherche de meilleures conditions de vie, c'est la principale cause de la migration partout dans le monde. De jour en jour, les mutations politiques, économiques, sociales et culturelles ont des répercussions sur l'explosion du nombre de migrants par an.
Selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, le nombre de migrants internationaux s'est situé à 272 millions en 2019, soit 3,5% de la population mondiale, dont 48% de femmes et 52% d'hommes. L'Inde est le principal pays d'origine de migrants internationaux, comptant le plus grand nombre de migrants vivant à l'étranger avec 17,5 millions d'Indiens. Elle est suivie par le Mexique et la Chine, avec respectivement 11,8 millions de Mexicains et 10,7 millions de Chinois migrants. Les États-Unis sont le premier pays de destination avec 50,7 millions de migrants internationaux. Ces dernières années ont vu des migrations massives qui ont provoqué de nombreuses pertes en vies humaines. Depuis 2014, chaque année, plus de 1000 décès sont enregistrés en Méditerranée, avec un total de plus de 18 960 décès au cours des 6 dernières années. Dans un rapport de l'OIM publié en 2019, plus de 1200 migrants sont morts en essayant de traverser la Méditerranée et le nombre a persisté jusqu'au premier trimestre de l'année 2021. La plupart de ces déplacements sont dus à des conflits. C'est le cas de la République syrienne, le Yémen, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Mais aussi les obstacles climatiques sont à l'origine dans certains pays comme la Mozambique, les Philippines, la Chine, l'Inde et les États-Unis d'Amérique. Par ailleurs, en Afrique, le nombre des femmes et des enfants est en passe de dépasser celui des hommes. Selon l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, Frontex, une femme et un enfant sur 10 migrants irréguliers quittent les côtes de l'Afrique. Les jeunes migrants qui tentent leur chance en essayant d'atteindre l'Espagne en pirogue se sont aussi multipliés sur les côtes ouest africaines. En 2020, on y comptait plus de 23 000 arrivées aux îles de Canaries, soit 8 fois plus qu'en 2019. Malgré la décision des États membres des Nations Unies de se réunir pour finaliser le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, le pacte mondial sur les réfugiés en 2018 et le renforcement de la coopération de la France avec les Royaumes-Unis dans la lutte contre l'immigration clandestine à leurs frontières communes, les chiffres de migrants ne cessent de monter en flèche. Dans le quartier de Para-Djikoroni, ils sont nombreux près du fleuve à fabriquer des pirogues. Ce métier est aujourd'hui la source de gagne-pain de nombreux pères de famille. Notre reporter Adama Sanogo est allé à la rencontre de ces braves hommes. Suivons. À Para-Djikoroni, sur les berges du fleuve Niger, ils sont près de 300 personnes à fabriquer les pirogues. Ce métier est un dur labeur de longue haleine et de chaîne. Sans confort et souvent sous la pluie, ils se livrent à ce métier avec passion et dévouement. Ouma Savadogo est un doyen qui évolue dans ce milieu depuis 30 ans. De quoi est composée une pirogue? Nous ne tarderons pas à le découvrir. On fabrique la pirogue avec les plantes de caïcédra, le dogora, les guénous, les sacs, le goudron. Le bois constitue la matière première d'une pirogue. Sans lui, difficile de la concevoir. À cet effet, les différents types de bois utilisés proviennent de différentes villes du Mali, soutient Modibo Traoré, un autre doyen de ce milieu. Il a à son actif près d'une quarantaine d'années d'expérience. Ces bois proviennent de Kenyeba, entre Ouassoulou et la frontière de la Côte d'Ivoire. Les bois de la région de Bougouni ont diminué. Les pirogues sont composées de 3 types et chacun a son prix en fonction de sa grosseur. Le bois est devenu très cher. La grosse pirogue de 10 mètres est vendue à 1 250 000. La moyenne à 1 150 000. La petite à 950 000. Direction chez Albert Touré, toujours sur les berges du fleuve Niger. Il est considéré comme le spécialiste de la réparation des pirogues en mauvais état.
Les pirogues sont réparées à différents prix, notamment 250 000, 300 000, 900 000 et 1 million. Cette réparation des pirogues se fait en fonction d'un processus, explique Ouma Savadogo. La pirogue peut faire 3 ans sans que sa forme de départ ne soit déformée. Chaque 6 mois, il faut la réparer. Ça peut être aussi chaque 3 mois ou 2 mois. Comme le dit cet adage, après le boulot, c'est la récompense. Les fabricants de pirogues, notamment les jeunes, tirent beaucoup d'avantages de ce métier. Je me suis marié grâce à ce métier. J'ai acheté un terrain, puis je l'ai construit. Si tu achètes une pirogue à 1 million, si tu as quelqu'un de bien, dans 6 mois, tu peux avoir des bénéfices. Ce métier se passe entre les bois qui pèsent plusieurs kilos et les marteaux. Il n'est donc pas sans risque. De ce fait, il a été même à l'origine de la mort d'un des fabricants de pirogues. Fabriquer la pirogue sous-entend beaucoup de risques. On peut se blesser. Nous avons même perdu un collègue dans un accident. La pirogue est tombée sur lui. À cela s'ajoutent autres difficultés qui nuisent parfois au bon fonctionnement du boulot. Il y avait des usines avant, maintenant elles n'existent plus. Avant, les kilos du bois étaient 175 francs. Aujourd'hui, c'est 275 francs. Le non-respect du délai convenu avec les clients pose également des torts aux fabricants de pirogues. Ce qui rend aussi difficile ce métier, c'est notre rapport avec les clients. S'ils commandent chez nous, nous leur donnons un délai, 20 jours ou 1 mois. Souvent, nous avons du mal à respecter ces délais. Cependant, ces braves artisans déplorent l'absence d'un syndicat dédié en leur nom. De ce fait, ils s'arrangent pour défendre eux-mêmes leurs intérêts lorsqu'ils sont menacés. Nous en arrivons à présent à l'image du jour, à savoir le parc national d'Iguazú situé en Argentine. Il s'étend sur plus de 67 620 hectares. Il se trouve à l'extrémité nord-est du pays, au nord de la province de Misiones. Créé le 9 octobre 1934, le parc est mondialement connu pour la beauté naturelle des chutes d'Iguazú et de la biodiversité de sa forêt subtropicale. On y trouve plusieurs espèces d'arbres. Dans son ensemble, la flore arborée du parc national d'Iguazú se compose de plus de 90 000 espèces qui se caractérisent par leur exigence en humidité. La faune présente aux environs des chutes est composée de plus de 80 espèces de mammifères et sur le territoire du parc, on a relevé pas moins de 450 espèces différentes d'oiseaux, soit près de 44% du total observé dans tous les pays, qui est estimé à 1040. De l'autre côté de la rivière d'Iguazú se tient la partie brésilienne du parc naturel, le parc national d'Iguaçu, qui est situé dans la ville de Paraná. Les deux parcs furent déclarés comme patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984 et en 1986. Maintenant, retrouvons Fanta Diarra pour la page internationale.
La police a dispersé des partisans du chef de l'opposition tanzanien détenu Freeman Mbowe devant un tribunal de Dar es Salaam où il devait comparaître pour le début de son procès. Mbowe, président du principal parti d'opposition Chadema, a été arrêté avec 10 autres personnes dans la ville de Mwanza le 21 juillet et inculpé plus tard pour crimes liés au terrorisme. Une cinquantaine de manifestants ont organisé une manifestation appelant à la libération de Mbowe avant que des policiers n'arrivent pour les disperser. Mbowe, qui a été arrêté à Mwanza alors qu'il se préparait à une réunion pour discuter de propositions pour une nouvelle constitution, n'a pas comparu devant le tribunal. Son avocat Peter Kibatala a déclaré qu'on lui avait dit que l'audience avait été déplacée en ligne en raison des restrictions liées au Covid-19, mais qu'elle avait dû être interrompue en raison d'une mauvaise connexion Internet. Le religieux Ebrahim Raïssi a prêté serment en tant que président de l'Iran ce jeudi 5 août. Raïssi, 60 ans, a été investi 2 jours après avoir obtenu l'approbation officielle du chef suprême du pays pour prendre ses fonctions à la suite de sa victoire aux élections de juin. Raïssi, qui fait l'objet des sanctions américaines pour des allégations de violation des droits humains lorsqu'il était juge, a promis de prendre des mesures pour lever les sanctions américaines sévères qui ont réduit les exportations de pétrole à l'Iran et l'ont exclu du système bancaire international. L'Iran négocie avec 6 grandes puissances pour relancer un accord nucléaire de 2015 abandonné il y a 3 ans par le président américain de l'époque, Donald Trump. Dans le cadre de l'accord, l'Iran a accepté de restreindre son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions internationales. Mais Trump s'est retiré de l'accord et a réimposé des sanctions qui ont paralysé l'économie iranienne. Téhéran a depuis enfreint les limites imposées à ses activités nucléaires en vertu de l'accord. Comme chef suprême de l'Iran, Raïssi a approuvé les pourparlers nucléaires, mais on s'attend à ce que les religieux chiites de rang intermédiaire adoptent une ligne plus dure que les pourparlers qui sont au point mort. Avec une misère économique palpable dans le pays et des signes de colère croissante parmi les Iraniens face aux difficultés économiques, se libérer des sanctions américaines sera le principal objectif économique de Raïssi selon les analystes politiques. Les forces spéciales de la Russie et de l'Ouzbékistan ont participé à des exercices conjoints en Ouzbékistan alors que les deux pays craignaient qu'une aggravation de la situation sécuritaire en Afghanistan ne déborde, a déclaré le ministère russe de la Défense. Ces exercices séparés ont lieu du 5 au 10 août et impliquent les forces russes, tadjikes et ouzbékes. La Russie déploiera 4 bombardiers stratégiques supersoniques Tu-22M3 lors des exercices à la frontière afghane en Ouzbékistan. Les bombardiers voleront vers un site de forage depuis la ville russe de Saratov et seront accompagnés d'avions de combat MiG-29 de l'armée de l'air ouzbek. L'exercice a lieu dans le contexte d'une détérioration de la situation sécuritaire en Afghanistan alors que les forces dirigées par les États-Unis se retirent du pays après un déploiement de 20 ans. Salvatore Mancuso et Rodrigo Londono, anciens ennemis du conflit interne colombien, ont comparu ensemble devant la commission vérité du pays le mercredi 4 août pour demander pardon aux victimes et reconnaître les erreurs qu'ils ont commises pendant la guerre. L'audience était la première au cours de laquelle Mancuso, ancien commandant en chef des forces paramilitaires d'autodéfense unies de Colombie, et Londono, l'ex-chef des forces armées révolutionnaires de Colombie, démobilisés, ont comparu devant la commission vérité en même temps. La commission a été créée dans le cadre d'un accord de paix entre les FARC et le gouvernement colombien en 2016. Des groupes paramilitaires de droite ont été créés dans les années 1980, financés par des éleveurs, des agriculteurs, des propriétaires terrains et la communauté des affaires pour se défendre contre les attaques des guérilleros de gauche au milieu et l'impuissance de l'État colombien. Mancuso a été extradé vers les États-Unis en 2008 pour trafic de drogue ainsi que pour non-respect d'un accord de paix qui a permis au groupe paramilitaire de se démobiliser.
Au cours de l'audience, Londono, mieux connu sous son ancien nom de guerre, Timoshenko, a déclaré qu'il n'y avait pas de mots pour changer la douleur ressentie par les victimes et à nouveau demandé pardon pour les actes commis pendant le conflit. Mancuso et Londono ont tous deux raconté les détails de leurs implications dans le conflit qui a fait plus de 260 000 morts et des millions de déplacés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal Joliba Evening News. L'information, c'est aussi sur le site de Joliba TV News. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.